Bonsoir à tous. Là pour ce soir, juste pour recontextualiser un peu dans quel cadre on organise cette rencontre avec Terre de Liens qui vous est présentée. On souhaite développer un peu le format webinaire pour rencontrer les acteurs du territoire sur plusieurs thématiques, notamment en lien avec la saisine actuelle qui est l'accueil de population et la qualité de vie. Donc vous avez très bien compris le lien direct avec la saisine, quand on va parler de foncier et notamment de foncier agricole. C'est quelque chose qui avait déjà été plus ou moins travaillé dans le cadre du PAT. Et donc là, on souhaite continuer un peu les réflexions et aussi donc avoir un petit peu plus de connaissances ou d'éléments, en tout cas, pour nourrir nos débats. Donc voilà. Donc pour ce soir, on va rencontrer, on a la chance en tout cas d'avoir le président de l'antenne Midi-Pyrénées de Terre de Liens, donc Vincent Boyer, ainsi que Céline Bezouzi, qui est bénévole et qui nous a permis de rentrer en contact avec Terre de Liens. Donc merci beaucoup en tout cas de vous rendre disponible et d'être là avec nous ce soir. Je vais vous passer la parole, vous présenter peut-être en quelques temps. Après, on fera vous faites la présentation et puis on fera un petit temps d'échange quand même, de questions avec les participants. Ouais. Bien, bonsoir à tous. Merci David de nous offrir cette opportunité. Donc, je suis simple bénévole Terre de Liens et donc Vincent, président de Terre de Liens Midi-Pyrénées. Et donc, l'objet de ce soir, c'est de vous présenter les actions de Terre de Liens, sa structuration et une partie dédiée aux collectivités locales. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Terre de Liens, Terre de Liens, c'est un mouvement citoyen qui collecte de l'épargne pour acheter des terres et les mettre à disposition de jeunes agriculteurs en agriculture biologique. L'objectif, donc, c'est de vous montrer les actions qui nous sont importantes pour protéger le foncier des agrandissements, de la spéculation, des crises qui menacent notre souveraineté alimentaire, nos paysages, l'aménagement du territoire et la biodiversité. Est-ce que tu peux avancer un petit peu, s'il te plaît, David? Alors, ouais, voilà. Donc ça, c'était le propos général de présentation. Question pratique, vous laisse régler la présentation à David, qu'on puisse après la consulter à tête reposée si on n'a pas tout compris ou si on a envie d'y revenir. Pas possible. Juste pour compléter, donc Terre de Liens, on fête nos 20 ans cette année. Et donc au niveau national, c'est un mouvement qui s'est créé en 2003 dans la Drôme et qui est parti d'une idée que en fait, la terre n'était pas une marchandise. Et à partir de là, on s'est construit sur 3 axes qui sont la préservation du foncier agricole et de sa vocation nourricière, la lutte contre la spéculation foncière et l'artificialisation des sols, et puis l'installation de, comme l'a dit Céline, je précise sur des jeunes paysans, en fait, c'est des nouveaux porteurs de projets. Et aujourd'hui, comme dans d'autres professions, il y a des bifurqueurs. Donc, il y a beaucoup de gens qui entament à la quarantaine ou autre une deuxième vie professionnelle. Donc, ce troisième volet, c'est installer des porteurs de projets au minimum en agriculture biologique, donc pour pouvoir avoir des emplois qui soient locaux et qui soient pérennes. Voilà. Donc, nos outils, s'il te plaît, encore. Voilà. Le premier, le principal, c'est l'acquisition de biens et leur gestion. Aujourd'hui, on a, ça ne doit pas être la bonne version, on a 330, à peu près 350 fermes, on en a 330 en fait, c'est pour ça que ce n'est pas la bonne version. 330 fermes sur tout le territoire, qui représentent à peu près 9000 hectares. Et par contre, la bonne donnée, c'est bien 800 paysans et paysannes installés sur les terres de Terre de Liens.
qui sont liés à Terre de Liens via un bail rural environnemental, qui sont donc liés par des clauses de protection de l'environnement, de la gestion en eau, et notamment la labellisation bio qui est requise de par ce bail. Donc, ce que disait Vincent, voilà, ça fait 20 ans que Terre de Liens a commencé à gérer ses fermes. Pour préciser, le bail rural environnemental a une durée de 9 ans, c'est un bail classique. Mais au-delà de ce bail, Terre de Liens s'engage à ne pas revendre les terres. Voilà, c'est vraiment du ad vitam aeternam. Et donc, ça a un côté très rassurant pour les agriculteurs qui sont du coup rassurés dans leur investissement professionnel, c'est un côté pérenne. Et nous, on s'engage à ne jamais revendre les terres et donc du coup à les sortir de la problématique de la spéculation. Oui. Juste, je vois 10 000 hectares pour 800 paysans. En gros, ça fait 12 hectares en moyenne par ça. Mais c'est viable, 12 000 hectares à 12 hectares par. Non, parce qu'après, les fermes, dans une ferme, dans une exploitation, il n'y a pas forcément que des terres de Liens, en fait. C'est des un patchwork, voilà. Okay. Voilà, c'est en fonction des opportunités. Voilà. On vient en appui ou complètement ou partiellement. Du côté sud-ouest, Pays Basque, et puis du côté un peu plus haut, là, vers Bordeaux. Oui, Vas-y. voilà, et dans l'est de la France aussi. L'agriculture, elle est très particulière, elle est très, je dirais, régionale, voire locale. Donc, d'une part, il y a des droits, des coutumes. Et par exemple, dans l'Est, si vous prenez l'Alsace et la Moselle, on a très peu de fermes parce que il y a des dynamiques culturelles ou familiales, de transmission des terres qui sont complètement différentes en fait de ce qu'on connaît. Et c'est très compliqué en n'étant pas au cœur justement des familles héritières de pouvoir acquérir des terres. Et c'est pour ça que nous aussi, on a un mouvement qui expérimente. C'est pour ça qu'on a développé une chose qui s'appelle je ne vais pas retrouver le terme exact, mais les foncières pastorales, voilà, qui vont permettre de récupérer des terres qui sont complètement morcellisées au fur et à mesure des successions et où les communes, les gens ne savent plus à qui appartient telle parcelle. Voilà, ou de la récupération, c'est pas le bon terme, mais des communautés religieuses aussi en Alsace aussi qui dépérissent et donc là, qui ont des terres agricoles. Voilà. Par exemple, sur le sud-ouest, alors il y a des particularités locales. Et Terre de Liens, c'est un mouvement qui est citoyen, qui s'est donné une certaine mission, comme l'a dit Céline, mais on ne prétend pas être hégémonique et comme je dis, on n'est pas une entreprise en recherche de part de marché, nous, on n'a pas de concurrents. Et donc, il y a d'autres associations ailleurs en France qui font plus ou moins la même chose sur certains points, pas sur d'autres. Et typiquement, au Pays Basque, vous avez, j'arrive jamais à prononcer, mais l'association l'Ursandia, etc. Voilà, qui fait les mêmes choses. Et donc, on est plus en coopération avec ces gens-là et en échange. Et voilà, donc si on n'a pas de ferme là-bas, c'est pas grave pour nous. C'est pas grave du moment que les gens qui sont localement puissent trouver une solution à leur problème. Il y a le syndicat La Vallée d'Oussou aussi à côté. Il y a tout un tas de structures, voilà, qui sont similaires aux autres. Et j'avais juste une question.
parce qu'il y a d'autres projets qui se développent actuellement sous forme de, il y a tout un programme sur les sites des sociétés coopératives d'intérêt collectif, justement, pour installer. C'est bon, avec des projets dans la Drôme et autres. Enfin, il y a tout un tas de programmes de recherche qui sont notamment basés pour la France entière ici à Toulouse, avec pas mal de compétences. Est-ce que vous travaillez un petit peu sur ces formes? Parce que, je ne sais pas, vous allez peut-être y revenir, la façon... On répondra après si on n'a pas... la façon d'acheter, comment vous participez. Et aussi, une autre question, c'est la structuration. Là, vous êtes associatif, mais bon, il y a... professionnellement, je reçois des messages un certain nombre de vos messages pour des réunions aussi. Donc voilà, pour voir comment est-ce que vous êtes structuré. Bon, si on peut vous contacter, certes, mais bon, on peut contacter aussi les permanentes. On va en parler. D'accord, ok. Moi, On va en j'aimerais parler. savoir aussi, quand il y a des terres à vendre avec la SAFER, ça se passe comment aussi? Parce que ça se passe bien. Oui. Ce que je vous propose, c'est qu'on les Pardon. présente. Pardon. Oui, il faut bien. Non, mais c'est très... Mais oui, Après, par contre, vous pouvez noter vos questions. Oui. Justement, Ouais. après, on revient dessus. C'est une très bonne question Ouais. et on pourra en parler sans problème. Donc l'autre action, une des 4 actions, donc on a parlé de l'achat et de la gestion. Je n'ai pas insisté sur la gestion, mais j'aurais dû, parce que quand on est propriétaire de 330 fermes, ça fait beaucoup de gestion, entre les fuites dans le toit, les incendies, les changements d'agriculteurs, voilà, on est propriétaire. Voilà. Des bâtiments aussi. Des bâtiments aussi. Pas toujours. Pas toujours, Pas toujours. mais ça dépend de l'histoire, en fait. Voilà. Donc la deuxième action, c'est le plaidoyer, c'est la sensibilisation, c'est la formation. Notre présence ici ce soir, mais dans des salons, via des conférences, ou grâce à notre présence dans les PAT, comme Toulouse Métropole, on va en parler, ou Psychoval aussi, tout à fait. Et tout ça grâce à des bénévoles. Qui bénéficient de formations au sein de Terre de Liens, alors sur des sujets très variés, que ce soit la SAFER, le réseau Impact, l'accueil des porteurs de projets ou des cédants. Le mouvement considère que la question foncière agricole touche tout le monde et pas seulement les professionnels. Donc c'est un point citoyen, c'est une question citoyenne. C'est comme l'air, ce que tu as dit, hein, comme l'air, comme l'eau. En fait, pour nous, la terre est un bien commun. La terre agricole est un bien commun. Voilà. Et donc, le citoyen doit s'emparer aussi de cette problématique. Next, s'il te plaît. Le troisième action de Terre de Liens, c'est l'accompagnement du... Merci, c'est gentil. C'est l'accompagnement du volet foncier dans les installations transmission. Alors, au sein de groupes de travail qui sont constitués de bénévoles, ils répondent aux demandes de porteurs de projets ou de cédants qui ont diverses questions, diverses maturités en fonction de leur projet, où ils en sont de leur projet personnel, parfois très complexe, parfois un peu simpliste. En Midi-Pyrénées, donc l'association dans laquelle nous faisons partie, c'est une vingtaine de personnes dans le groupe Primo Accueil qui répondent aux porteurs de projets. Donc il y a plusieurs centaines de personnes qui sont accueillies chaque année d'un côté ou de l'autre, à tel point que Terre de Liens a développé une plateforme qui s'appelle Objectif Terre. Donc vous allez voir là, www.objectifterre.org, et qui est un genre de Le Bon Coin spécialisé dans la recherche de terres agricoles. Et en fonction de votre profil, vous allez y trouver donc à la fois des recherches, des annonces de recherche terre ou vent en terre, et à la fois pas mal d'informations justement pour, j'allais dire, maturer le processus en fait. Le dernier point que j'ai noté là, c'est l'accompagnement des collectivités locales via de l'aide à la décision, donc sous forme de diagnostic ou d'aide, pardon, je me suis trompée de souris, sous forme de diagnostic ou d'aide à la mise en place d'une stratégie foncière, on va en discuter après,
via des opérations foncières, des acquisitions pour des mairies. Peut-être on peut faire un exemple avec la Capelle Cabanac, qui est dans le Lot, une petite commune qui souhaitait installer un maraîcher, mais qui n'avait pas les moyens d'acheter les terres et les bâtiments. Et en fait, donc Terre de Liens et la commune ont convenu d'un accord. Terre de Liens a acheté et les terres et les bâtiments et a proposé et a mis sous bail amphithéotique de 99 ans avec la commune la partie bâtiment. Ce qui fait que la commune a pu investir sur la réfection des bâtiments et en fait, bien arriver à leur objectif, c'était d'avoir un maraîcher et une production locale sur la commune. Voilà, donc il y a ce genre de choses qui peuvent se mettre en place, donc acquisition, co-acquisition, beau amphithéotique. Et puis la partie formation, sensibilisation. Donc, alors là, je vais vous parler d'un outil particulier qui est l'outil Récolte. C'est un projet en commun avec l'INRAE, donc Récolte, c'est recueil d'initiatives foncières. C'est à peu près à aujourd'hui 80 initiatives recueillies, détaillées, sous forme de fiches que vous pouvez consulter, qui sont, ma foi, très inspirantes. Donc là, tu parlais d'association foncière pastorale qu'elle décrite. Ouais, voilà, c'est ça. Celle-là, j'aime bien. Et donc, il y a, en fonction des situations, des envies, des besoins, de la stratégie des communes, diverses solutions y sont développées et décrites avec les moyens mis en place. Donc, ça, je vous incite à aller lire. C'est assez intéressant. Et ça, c'est du Terre de Liens, voilà, typiquement. Si on fait un focus sur le mouvement, la FIMA, Terre de Liens, et c'est aussi pour répondre à la question. Terre de Liens, c'est un mouvement 3 piliers. Les 3 piliers sont le premier, le réseau associatif, qui lui a 20 ans, voilà, qui est constitué donc de 19 associations territoriales, en lien direct avec les porteurs de projets, les cédants, les fermiers. C'est, j'allais dire, le bras armé, entre guillemets, le bras, en tout cas, le plus auprès du terrain. Voilà. C'est à ce niveau-là que les projets se voient le jour, c'est-à-dire que les cédants et les porteurs de projets sont mis en relation, que les dossiers d'instruction sont réalisés avec les états des lieux des fermes, que les négociations sont réalisées, parfois avec la SAFER. Les bénévoles participent à tout ce processus au sein du réseau associatif. Évidemment, il y a des salariés, mais les bénévoles sont vraiment partie prenante dans toutes ces actions. Je me rappelle personnellement avoir participé à un état des lieux d'une ferme à Rieux-Cros en Aveyron avec les bottes et faire le tour des bâtiments. Voilà, on est vraiment dans du concret. Ensuite, ces dossiers d'instruction seront étudiés par un comité d'engagement régional qui est également assuré par des bénévoles. Donc ça, c'est le niveau national et le niveau associatif. Le deuxième pilier, c'est la foncière. C'est elle qui collecte l'épargne citoyenne, qui achète les fermes et qui aussi assure évidemment les frais liés à la gestion de ces fermes. Je parlais d'entretien, d'investissement en fonction, puisque nous avons des bâtiments. Elle a obtenu le mandat SIEG, donc Service d'intérêt économique général, je lis mes notes parce que ça a un petit peu du mal, et ce qui permet de faire bénéficier les actionnaires d'une réduction d'impôt, jamais, voilà. Aujourd'hui, la valeur de l'action est de 105 €.
Si jamais ça intéresse. D'accord, non, non, mais c'est-à-dire que vous, enfin, bon, il y a d'autres structures là, vous fonctionnez sous un système d'action avec une valeur de l'action qui augmente. Enfin, moi aussi, de comprendre un peu. Ou est-ce que c'est quelque chose de fixe? Bon, voilà, Non, et puis. elle a évolué depuis sa création, qui d'accord. était à 100 euros, mais il y a. Non, Mais elle est après Reste un peu. Mais c'est spéculatif. Et voilà, oui, alors C'est une action. Ah, d'accord. Vous n'avez pas le statut de coopérative, par exemple. non, C'est pour répondre à notre. la foncière, pour être très précis, c'est une société en commandite par action. D'accord, ah oui. Donc, vous prenez ouais, des actions, des parts sociales, je ne sais jamais comment l'appeler. L'idée, effectivement, c'est que les gens qui vont investir là-dedans n'en retirent aucun bénéfice. Ouais. Voilà, moi, j'ai investi il y a 5 ou 6 ans, la part était à 104 euros. Il y a 3 euros de frais de gestion. Et 5 ans après, elle est à 105 euros. Donc, bon, c'est clair qu'on n'est pas là pour spéculer, puisque c'est quand même antinomique avec l'objet de notre mouvement. Donc, c'est une société en commandite par action. Donc, on est, je pense qu'à la fin de l'année, le capital va atteindre 150 millions d'euros. Donc, c'est quand même pas rien. Il est détenu à 85% par surtout des particuliers et peut-être quelques personnalités morales, quelques entreprises, mais de manière anecdotique. Et les 15 autres pourcents qui restent, vous avez 5% à peu près, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Et les 10%, il y a quelques entreprises et surtout fondations. Donc, voilà. Voilà. Donc, c'était en commandite par action. L'idée, c'est que le capital enfin, la gestion ou la commande est décorrélée du capital. Voilà. Donc, les actionnaires, les 30, aujourd'hui, c'est à peu près 30 000 personnes qui sont actionnaires, n'ont pas voix au chapitre sur le fonctionnement. Et le fonctionnement, il est un peu collectif entre les 3 mouvements, si vous voulez, les 3 piliers du mouvement. Et vous les incitez pas, les actionnaires, à adhérer au réseau associatif Bien sûr, il y a une vraie complémentarité parce que les actionnaires, moi enfin, posez la question, moi je reprends mon parcours, c'est moi je suis rentré parce que j'ai vu à la télé Terre de Liens un jour et puis une autre fois et puis finalement je me suis dit tiens je cherchais à mettre un peu d'argent dans un truc qui faisait un peu sens. Et je me suis dit bah c'est là. Mais je voulais aussi faire autre chose et voilà. Donc, effectivement, il y a si vous voulez, on a 3 types de relations dans la financière dans le mouvement. C'est les gens qui vont acheter des actions, donc ils sont susceptibles de les retirer à un moment donné. Hein. Donc, nous, on est surveillé par l'autorité des marchés financiers, donc c'est quelque chose d'assez sérieux. On est obligé d'avoir 25% du capital en disponible. Donc, ça fait un peu d'argent. Voilà. Donc, on a des moyens. Donc, il y a les gens qui, on va dire, investissent sans spéculation. Il y a, donc, je suis désolé, il y a la fondation. On n'a pas eu le temps d'en parler. Voilà. Donc, une fondation qui est reconnue d'utilité publique, donc qui reçoit des dons. Voilà, donc, ou des legs. Voilà, on reçoit des dons en nature, on reçoit des dons en ferme aussi. Oui. Voilà, Ouais. c'est pas les plus simples. Ah, c'est pas les plus simples. Non, parce que. Moi, c'est bien. Voilà. Et puis, Vous êtes carrière. Ouais, mais dans la pratique, c'est pas ça. En fait, c'est parce que quand on achète une ferme par la foncière, comme l'a dit précédemment Céline, en fait, on va reparler de l'accueil des porteurs de projets, de l'accueil des cédants. Donc, il y a des gens qui veulent vendre à Terre de Liens, il y a des gens qui veulent s'installer. Et en fait, il y a tout un process qui dure plusieurs mois, voire un peu plus, où
on va dire, OK, tous les gens qu'on reçoit, au final, chaque année, on achète 3-4 fermes. Donc, voilà, hein, il y a un écrémage, si je peux dire. Et donc, on achète une ferme quand on a trouvé la ferme Il y a une qui, de par ses adéquation. caractéristiques, est en adéquation avec le ou les porteurs de projet. Oui. Voilà. Et comment recevez des terres? Le fait de recevoir un legs n'est pas forcément. Alors, quand vous recevez un leg, ça veut dire que vous n'avez pas de porteur de projet, D'accord. ou alors que vous avez un agriculteur qui est déjà Sur les terres. sur les terres. Donc, vous le prenez avec, mais lui, il n'a pas demandé à être terre de liens. Donc, c'est pas toujours des gens qui partagent nos valeurs. Voilà. C'est compliqué. Et puis, vous avez la question des bâtiments, vous voyez, donc très souvent, les bâtiments agricoles ou les bâtiments d'habitation, ils sont pas toujours en bon état. Et ben voilà. Mais c'est ça qui fait le charme de Terre de Liens, c'est que nous, on est des faiseurs. Parce que on va reparler de plaidoyer et tout ça, mais voilà, nous, on sait de quoi on parle. On est des propriétaires. Et donc, on a les deux bottes sur le tas de fumier et on a à gérer les problématiques de propriétaires. Voilà, avec son locataire qui est l'agriculteur. Parce qu'à partir du moment où on a signé le bail, on n'a pas plus voix au chapitre, et c'est normal, avec le côté production agricole, tant que les gens respectent effectivement les clauses du bail environnemental qu'ils ont signé. Mais après, s'il est parti sur une idée de faire du maraîchage, je dis n'importe quoi, hein, de faire du maraîchage, et puis demain il se dit ah bah non, je vais arrêter, et puis je vais planter du blé, ou je vais faire du fromage avec des chèvres. C'est Son exploitation. c'est son exploitation. Voilà. D'accord. Je ne sais plus pourquoi j'en étais arrivé là, mais effectivement, sur les legs, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il y a, par exemple, la fondation est actionnaire à hauteur de 1 ou 2% de la foncière, puisqu'il y a des gens, au bout d'un moment, qui ont dit mes actions, au lieu de les récupérer, je vais les léguer à la fondation. Vous voyez ? Et donc voilà, donc il y a des gens qui passent de l'un à l'autre. Il y a des gens qui font des dons et puis qui deviennent adhérents aux associations territoriales ou qui sont actionnaires et adhérents. Il y en a qui sont les trois. Donc on a à peu près, si on additionne les adhérents, voilà. Ça marche pas, en fait. C'est pas les bons chiffres. C'est pas les C'est bons pas les chiffres. bons chiffres, c'est 40 000, en fait. Voilà. Voilà, c'est des vieux chiffres, ça. Et donc, 40 000 membres. on a 40 000 membres entre les environ 20 000 actionnaires. Au niveau national, c'est des chiffres Oui, national, national, oui. Rêver, ça, Midi-Pyrénées. Oui, c'est pour ça, j'étais un peu. Ça ferait beaucoup. Mais en tout, il faut compter 40 000 membres et donc il y a 1300 bénévoles de mémoire. C'est 11 000 et 11 000 donateurs et adhérents à peu près. Et voilà. Et 20 000. Quel est le nombre de salariés approximatif? Sur 100, 125, 130. ouais, 150. Ah, Tout le ouais. mouvement, 150. C'est pas beaucoup. Mais en fait, il y a beaucoup d'actions réalisées par les bénévoles. Oui. On est très actifs, en fait. C'est voilà, non, mais on vient aussi de l'éducation populaire, qui veut dire que je pense que tout le monde est à même de se former et de s'informer et de se former. Donc pas nécessairement sur tous les sujets, hein, ils sont vastes. Mais effectivement, on travaille beaucoup en complémentarité entre les salariés et les bénévoles. Et quand vous voulez devenir bénévole chez Terre de Liens, moi je dis, je prends toujours le slogan de McDonald's, mais venez comme vous êtes, quoi. Comme vous êtes, ouais. Donc, si vous êtes comptable et que vous voulez devenir main sur la comptabilité, vous êtes vraiment les bienvenus parce qu'on n'a pas beaucoup. Mais en général, les gens, ils viennent sur la partie plutôt agricole. Donc, on a des gens qui sont compétents, qui étaient avant en chambre d'agriculture ou à la SAFER, etc. Les groupes d'accueil, et évidemment, là-dessus, sont composés. Mais il y a des gens comme moi qui connaissaient rien du tout. Comme moi. Voilà. Et puis, on va vous former. Ouais, vous avez vu Récolte, on a un programme de formation interne. Et puis, vous n'allez pas être
Voilà, quand vous allez sur une ferme, vous n'allez pas être le seul bénévole. Il n'y aura pas que des bénévoles, il y a quand même un Il y a salarié. toujours des salariés. Voilà, donc, mais la formation, l'auto-formation, elle se fait en collectif et au fur et à On mesure. continue. Voilà. On est bien. C'est ce que je voulais Pardon, dire. Je trouve que c'est impeccable. parle trop. Non, c'est bien. C'est ce que je voulais dire, c'est que pour être chez Terre de Liens, il y a plein de profils en fait. Donateurs, actionnaires, adhérents, bénévoles. Vous pouvez être un mix tout ou juste un des items. Voilà. Vous composez. Alors, Et on peut être adhérent ou, pardon, oui, ou membre sans pour autant avoir des actions. Hein, c'est ça. tout à fait. Ok, d'accord. Moi, j'ai été actionnaire avant d'être adhérente. Oui, c'est dans l'autre sens. Si on focalise sur Terre de Liens, faisons un peu de local, Midi-Pyrénées. Donc, l'association territoriale Midi-Pyrénées, elle a son siège à Toulouse, rue Valentin, donc c'est pas très loin d'ici. Elle a 5 salariés, on parlait des salariés tout à l'heure, 6. Ah, mais j'ai raté 6. 6 salariés et 30 fermes. Bientôt 31. Voilà, ça n'arrête pas d'évoluer. Et donc là, vous voyez un peu la répartition, on essaye d'être un peu partout. Là, il en manque une un peu par là, sur la carte. On fait encore un focus encore plus local sur les fermes en Haute-Garonne. On a 4 fermes en Haute-Garonne. Et j'aimerais vous parler de chacune de ces fermes parce que elles ont chacune une histoire et elles abordent chacune des thèmes qui sont des termes de prédilection, des problématiques et aussi les solutions qui ont pu être mises en place face à cela. Alors, on va commencer par la ferme d'Aurignac. La ferme d'Aurignac, alors c'était la dernière acquisition de Midi-Pi quand j'ai fait la présentation. Il s'agit de 52 hectares à vocation d'élevage en zone des coteaux de Gascogne. Le projet de Christophe, vous voyez là sur la photo, c'est de reprendre la ferme au Cédan telle qu'elle était, de reprendre exactement la même activité. C'est un élevage bovin bio depuis 2006, conduit à l'herbe, en vente directe, en cassette. Il mène en parallèle une activité d'accompagnateur en moyenne montagne. Oui. L'enjeu de cette ferme, il était double pour Terre de Liens. C'était à la fois le maintien d'une agriculture paysanne, respectueuse de ses animaux, et le soutien à l'installation d'un non issu du milieu agricole. Parce que Christophe ne vient pas du tout du milieu agricole. Et comme d'ailleurs 60% des futures installations, on dit être hors cadre familial, Christophe n'avait pas de lien à la terre par ascendant, les parents, les grands-parents, voilà. Donc, au vu des tarifs aujourd'hui de la terre en France, en moyenne à 6 000 euros l'hectare, je dis bien une moyenne. Dans le Lauragais, c'est plutôt 15 000. Hein. J'ai dit une moyenne. Bon. Et sur... Pardon ? C'est pas la Croatie si on t'arrive. Non, voilà. Et sur des surfaces quand même, voilà, si on compte 50 hectares, vous faites le calcul, ça fait un investissement qui est très, très important. Et on ne parle pas des bâtiments agricoles, on ne parle pas du cheptel et on ne parle pas des bâtiments d'habitation, quoi. Donc, s'installer demande un capital absolument énorme pour des gens qui n'ont rien, en fait. Et que du coup, ça empêche de s'installer. C'est là où
Terre de Liens, justement, a tout son intérêt et aide ce genre de personnes à s'installer. Je vous ai mis 60% des futures installations sur hors carte familiale. C'est au niveau national. En Occitanie, c'est plus de 80%. Donnez ça faire. Donc, ouais, c'est très, très. Deuxième ferme, la ferme de Tchaoupi. La ferme de Tchaoupi, une histoire. L'ancienne propriétaire de ces 5 hectares, donc ça c'est à Grenade, je vous situe un peu, elle sent une forte pression immobilière aux portes de ces terres. Et pour elle, c'était très important de conserver la vocation agricole. Et pour s'en assurer, elle a choisi de faire le don, justement, de ces 5 hectares à Terre de Liens. Elle est venue à nous et nous a donné ces terres. Donc, ces terres seront vouées à un espace, seront vouées à devenir un espace test agricole du fait de la proximité du lycée professionnel d'Onde et du CFPPA. Voilà, donc, ce sera un don qui sera bien utilisé dans son... Pourquoi ça gigote dans tous les sens? Dans son rapport annuel, puisque Terre de Liens fait un rapport annuel, donc celui de 2023, cette année, qui s'intitule La propriété des terres agricoles en France. Là, je vous ai mis l'encart. On y montre une très grande méconnaissance des propriétaires par les collectivités et les institutions, propriétaires de foncier agricole. À ce jour, il y a, pour vous donner une idée, 4 millions de propriétaires en France pour moins de 400 000 agriculteurs. Et l'image d'Épinal qu'on a tous, qui est l'agriculteur est propriétaire de ces terres, c'est un fake. Hein. C'est pas vrai du tout. En moyenne, j'écris un agriculteur est face à 14 propriétaires. Et ça, c'est une moyenne. Vous pouvez imaginer le frein à l'installation que ça représente d'aller voir 14 propriétaires, de faire les baux avec chacun quand ils veulent. Et dans l'exemple de la ferme de Tchaoupi, de cette dame-là qui fait le don de ces terres, on voit que tous les propriétaires privés, ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas les mêmes profils, ils n'ont pas le même rapport à la terre non plus. Et que pour nous, c'est un levier fort d'action, ces propriétaires. Et donc, du coup, il faut les connaître pour pouvoir justement leur proposer une autre solution aussi, d'autres voies. Et c'est là où les collectivités locales, elles ont certainement leur rôle à jouer à ce niveau-là. Ce guide et ceux de l'année dernière, et toutes les publications gérées par Terre de Liens, produites par Terre de Liens, elles sont disponibles en téléchargement sur l'adresse que je vous ai donnée là, que vous aurez du coup à disposition, qui est ressources.terredeliens.org. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez les acquérir si vous voulez en format papier. Il y a cette possibilité aussi. La troisième ferme, c'est les jardins du Giroux. Il se trouve à Granague, donc au nord de Toulouse aussi. La ferme du Giroux est exploitée par les jardins du Giroux, qui sont le 3e jardin de Cocagne en Haute-Garonne. Pour ceux qui ne connaissent pas les jardins de Cocagne, ce sont des fermes maraîchères qui produisent menées en bio et dont l'objet est l'insertion professionnelle, un aspect social. Je me trompe toujours, je vais y arriver, il ne faut pas me tromper de souris.
les jardins de Cocagne, ils emploient 20 personnes en insertion. Les légumes sont vendus en panier hebdomadaire, disponibles tout autour de Toulouse. Il y a des points d'ailleurs à la Beige ou à Castanet. Et initialement, en 2015, cette terre, elle était cultivée en céréales, non pas en maraîchage. Et du coup, Terre de Liens a vu à ce moment-là l'occasion d'une reconquête maraîchère, et c'est-à-dire de relocaliser en fait la production agricole dans le pourtour toulousain. Évidemment, bon, là on parle de fermes avec des paniers, des caissettes. Ce modèle de micro-ferme, il ne va pas répondre à tous les besoins. Ça, c'est certain, et notamment ceux des magasins ou des cantines qui attendent voilà, autre chose qu'une caissette et qu'un panier. Hein. Tire le volume. Voilà, il faut changer d'échelle. Exactement. Ponctuel. Exactement. Et enfin, c'est la 4e famille. Et la surface des jardins du bio. 5 hectares. 5 hectares. Et là, justement, on arrive sur le dernier projet, enfin, la dernière ferme de. Je parle de uniquement. C'est le pôle légumier bio du pays tolosan sur Villemur-sur-Tarn. Et là, on parle de 17 hectares. Voilà, ça change. Donc, en fait, Cocagne, Haute-Garonne et Terre de Liens, ils ont s'était développé un autre projet, justement, pour changer d'échelle. Et c'est ainsi qu'est né ce projet-là. L'idée, c'était d'explorer une 3e voie entre micro-maraîchage et puis maraîchage industriel, qui vient souvent de loin. Et d'y associer un aspect aussi solidaire et de formation. C'est aussi un espace test agricole. Et c'est aussi un jardin de cocagne. Donc, il y a aussi une proposition d'insertion professionnelle. Donc, ici, l'objectif, c'est quand même de produire, que je ne me dise pas de bêtises, 100 tonnes de légumes bio par an, et ce qui représente à peu près 7000 repas à terme. Aujourd'hui, il y a 2 exploitants. Il y a Jardin de Cocagne, donc, ça s'appelle les Jardins du Bec-Roux ici. Et il y a Laurence qui s'est installée il y a 1 an, qui, elle, est issue, a bénéficié en fait du parcours de réinsertion des Jardins de Cocagne. Voilà. Donc le cercle est assez vertueux. Voilà. Et à terme, on vise d'intégrer 3 autres, peut-être 4 autres agriculteurs pour développer les superficies, puisque 17 hectares, ça fait beaucoup. Une partie en verger, mais bon, ça fait quand même beaucoup. Ce projet, il a eu lieu grâce, donc évidemment à Cocagne, évidemment à Terre de Liens, mais pas que. À cette occasion, il y a eu aussi le collectif Nourrir la ville, dont fait partie Terre de Liens, qui est un collectif dont fait partie aussi le 100e singe, qui est sur Castanet, l'espace test, voilà, Amandine, voilà. L'espace test agricole. On fait partie aussi Bio-Ariège-Garonne, le CIVAM, ADA, j'en oublie un. Oui. Le CIVAM Haute-Garonne, c'est ça? Ouais, l'ADA, 100e singe, CIVAM, Bio-Ariège-Garonne. Non, j'ai rien oublié. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas. Bon, Nourrir la ville et une collectivité locale qui est le PETR Pays Tolosan, puisque son action, en fait, sa participation s'est intégrée au sein des actions de son PAT. Sa participation à ça, c'était inscrit dans son PAT. Et puis, la SAFER Occitanie aussi.
Donc, ça, c'est quand même un projet d'une toute autre ampleur qui ne peut se faire sans les collectivités locales. Ça, c'est certain. Pourquoi? C'est la collectivité. Ben là, alors je n'ai pas exactement les contours des actions. L'idée, c'est que à terme, ça devienne, on a parlé de 7000 repas, Ouais. en fait que ça, Ouais, ça, c'est ça ça. soit je veux dire, un centre de production de demi-gros. Ah, pour les cantines, pour les écoles. Voilà. Dans le cadre du Ça. PAT, souvent, c'est l'objectif, c'est comment approvisionner En termes de local. débouchés, en termes En termes de commercialisation, voilà, mais D'accord. après, ça aurait pu se faire avec Oui, voilà, c'est pour ça que ça peut se faire privé, hein, avec de la Là, restauration collective privée aussi. Hein, mais- Là, ça s'appuie sur la fidélisation par les collectivités locales en tant que client. voilà. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas encore à cette échelle-là, loin de là. Hein. c'est un petit. On creuse notre sillon. Mais c'est le but de cette ferme. Et vous envisagez à terme d'aller jusqu'à une légumerie pour cette ferme, compte tenu de la production de 17 hectares. Pas de... Alors, en général, dans les PAT, À transformer les légumes pour, Enfin, c'est surtout les voilà, bouchers, les pour pavés, être capable d'aller alimenter des cantines, notamment où c'est à l'époque de la terre, relocalisation de Oui. Il y a beaucoup de cantines qui ont pas assez de personnel. l'alimentation, elle passe pas que par la production, mais effectivement, tous ces ateliers de transformation qui sont à refaire. Soit après, je pas de... Nous, en tant que propriétaires fonciers d'abord, après accompagnateurs, tout peut s'envisager, mais c'est pas dans nos... Aujourd'hui, c'est pas dans nos réflexions chez Terre de Liens. Pour le moment, c'est peut-être structuré vraiment déjà une production à un plus haut niveau. Changer d'échelle. En volume de production. En volume de production, tout à fait. Oui, parce que c'est... enfin, voilà, typiquement, aujourd'hui, donc, sont des ateliers d'insertion. En fait, hein. Et il y a une problématique pour l'association de Cocagne de trouver des gens parce que on est loin de Toulouse en fait. Et que les gens en insertion, par définition, n'ont pas trop de moyens, ils n'ont peut-être pas de voiture, et que s'ils ont une voiture, ça fait 30 ou 40 km multiplié par 2 chaque jour. Et voilà. Donc Ils sont pas logés à proximité. Non, 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 ils ne sont pas logés à proximité. Le logement, vous voyez, c'est justement, Ça, c'est un point très important de la réussite des projets agricoles de Blanchon. Voilà. Du coup, ils y vont comment? Ça, justement, je ne sais pas comment ils y vont, mais aujourd'hui, je ne sais pas, ils ont que 2-3 personnes maximum. Donc, c'est un peu compliqué. Je n'ai pas tous les détails. Et, voilà. mais La problématique du terrain, voilà, faire pousser des légumes, c'est pas nécessairement juste au pied de chez son immeuble. Non, mais ça du tire coup, plein de problématiques, et notamment la problématique de l'habitat. Et je sais qu'il avait été même évoqué la question de mettre de l'habitat léger aussi. Ça peut être aussi une réponse. Hein. Voilà, ça peut être aussi une réponse à apporter. Il y a des gens de Cocagne qui fonctionnent comme ça, hein, avec soit de l'habitat léger, soit des foyers à proximité. Ça dépend de leur localisation. Alors, Terre de Liens et les collectivités. Donc, là, propos général sur le fait que les collectivités sont légitimes pour intervenir sur les questions foncières. Que Terre de Liens peut les accompagner pour construire à la fois d'abord la stratégie foncière, qu'est-ce qu'on veut faire, et après mettre en place les actions qui peuvent être diverses. Donc,
à la fois adapter le document de planification, à la fois renforcer la protection des terres agricoles. Ça peut être par des PAEN, c'est des domaines un peu très techniques là que je n'irai pas plus avant. Acquérir des terres ou échanger des parcelles aussi, ça s'est vu. Si vous allez dans récolte, j'insiste sur récolte, mais c'est vraiment super. Si vous allez dans récolte, vous verrez, il y a certaines collectivités qui ont aussi trouvé ce moyen-là de faire des échanges de parcelles pour essayer de sortir des unités viables, ce qui n'était pas au départ. Mobiliser les propriétaires privés. Là, c'est la ferme de Chaoupi dont je vous ai parlé, où il y a certains propriétaires qui seraient enclins à entendre un autre discours. Et donc, pour ça, je ne me suis pas trompée de ça. Et donc, pour ça, il y a des outils réglementaires dont les collectivités peuvent s'emparer. Donc, ce soit des outils de planification, donc là, la PEN, le PENAP, ZAP, des outils d'intervention. Donc là, tu parlais d'associations pastorales, par exemple, ou foncières. Il y a des moyens contractuels comme le BRE, c'est le bail rural environnemental, ou l'ORE, c'est l'obligation réelle environnementale, et des incitations. Et donc, par exemple, là, il y a eu, justement, toujours, vous allez voir dans Récolte, une initiative je ne sais plus où elle était, cette collectivité, d'exonérer de taxes foncières les propriétaires de fonciers qui acceptaient de signer une ORE, donc une obligation réelle environnementale, qui est un genre de contrat qui se transmet, et ça c'est très intéressant, qui se transmet avec le bien. C'est-à-dire que ce n'est pas lié au propriétaire. Donc ça donne une certaine pérennité à l'action ici, même en changeant, donc sans forcément acquérir les fonciers, mais ça permet une certaine protection qui se transmet. Et donc voilà, encore, allez voir sur Récolte, il y a plein de choses intéressantes. Là, sur tout ce qui est terrain culte, y compris dans notre Lauragais, on a beaucoup de terres qui ne sont pas cultivées. Ouais. Parce que je pense qu'il y en a peut-être qui attendent de vendre par un lotissement, mais ça, ce n'est plus possible. Et on voit pas mal de friches en se promenant. Et là, je pense qu'il y aurait des actions à faire pour déjà essayer de voir qui sont les propriétaires. La plupart du temps, on est dans le cadre de division familiale, mais ça peut être une solution qui peut leur être apportée là-dessus. Et là, je pense qu'il y a un recensement à faire et je ne sais pas qui recense toutes les terres incultes qu'il y a partout. Mais... C'est déjà cher, mais ça rentre dans le système de l'agricole, etc. Non, ce ne sont pas des jachères. Non, il y en a, ça fait une jachère pendant 2-3 ans, je veux bien. Une jachère pendant 15 ans, c'est plus une jachère. Voilà. Il y en a beaucoup qui sont pendant quelques années, moi j'en connais pas mal. Oui. Donc ça, ça maintient, c'est la part jachère. Oui, il y a la part rentable. Les 5% jachère, mais bon, il y a. Oui, mais la jachère, vous devez l'entretenir moins. Aussi. Oui, si c'est pas des jachères. La rosière et autres, des terres. C'est des bois là maintenant, c'est ça. Il y a un enfrichement et en plus, dans le cadre de la lutte contre l'incendie, il y a vraiment quelque chose à faire. On avait alerté les Ribosy, parce que voilà. Mais il y a des procédures, justement, il y a des procédures où les collectivités peuvent s'emparer de ça. J'ai fait en tête, mais je sais qu'il y a une expérience comme ça, il y a des maires en Bretagne qui ont récupéré des terres. Alors c'est long, c'est facile à faire, mais qui ont pu récupérer, grâce à la procédure de terrain inculte, ces terres pour justement installer, je crois qu'il y a, je ne vais pas dire de bêtises, donc je pense tout le contrôle, mais les terres agricoles doivent être exploitées. Voilà. On n'a pas le droit de laisser des terres agricoles non exploitées. Donc évidemment, avant d'enclencher des procédures longues, pénibles, compliquées avec les propriétaires, voilà. Donc, il y a d'autres actions avant, mais il y a quand même un panel d'actions qui est assez complexe et détaillé.
Ita. À présent, je voudrais vous parler d'une expérience donc Terre de Liens Midi-Pyrénées à travers Nourrir la ville. Donc là, je présentais bien ADA, Terre de Liens, puis Ariège-Garonne, Cocagne et le Santé-Pierre. Je ne sais pas quel Et Nourrir la ville. c'est le 6e. Hein. Ça, voilà. Oui, c'est. Qui est signataire, donc a travaillé avec. Terre de Liens a travaillé avec Toulouse Métropole depuis 2014 sur divers projets et depuis 2018 dans le cadre du PAT, de son PAT. Et donc, à travers Nourrir la ville, nous sommes signataires de la charte d'engagement des partenaires du PAT de Toulouse Métropole 2023-2026, qui définit des objectifs. Et entre autres, voilà, j'ai extrait ce qui m'intéressait là. Bon. La protection du foncier, donc je cite, protéger le foncier agricole, dans ces textos, 10 600 hectares à maintenir, voire augmenter, préserver le potentiel nourricier, doubler les surfaces en maraîchage, verger et légumes secs. Donc, il y a des objectifs. Et au-delà de cette charte, nous sommes missionnés pour l'AMOA, donc c'est oui, voilà, merci. L'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'accompagnement de projets communaux sur les terres communales. L'idée, c'est de soutenir les projets des communes via 3 phases: le diagnostic, la faisabilité et la mise en œuvre concrète. Il s'agit là d'une action financée et non plus bénévole, là pour le coup, parce que c'est les salariés qui interviennent sur des durées longues. Là, 1 an et demi, je ne sais plus exactement. Ça, c'est bon, il y a plus qu'une année. Et à ce jour, il y a eu 4 projets, 4 accompagnements, donc Cugnot, Saint-Orens, l'Union et Pibrac. Les communes ont chacune choisi des solutions qui leur convenaient, spécifiques. Donc, je ne vous dis pas de bêtises. L'Union a choisi de mettre en place une régie. Et par exemple, Cugnot a choisi de mettre en place une ferme des agriculteurs et une ferme communale sur sa commune. Du coup, pour Cugnot, Nourrir la ville a participé à la rédaction, à la composition de l'appel à candidature des agriculteurs pour la ferme de Haute-Poule qui a été rachetée par la commune en 2022. Ça correspond à 9 hectares de maraîchage. Et cet appel à candidature, il est en cours. Il doit se terminer là, courant décembre. À l'issue de cet appel à candidature, Nourrir la ville va accompagner le processus de sélection des candidats et accompagnera les sélectionnés dans leur installation. Tout ça, ce sont des actions qui ont été financées. C'est pour vous donner un peu ce qu'on peut faire avec les collectivités. Et là, vous êtes en relation avec le domaine de Candy, quand même, qui sert un petit peu d'expérimentation pour le Grand Toulouse. Alors, je ne sais pas si on est en direct avec Candy. Il y a tout un tas de là, ça phosphore bien maintenant, justement pour tester pas mal de nouvelles solutions. Donc, ils ont une régie. Oui, c'est une régie, mais là, ils changent totalement d'échelle actuellement. Bon, c'est plus une exploitation classique. Ils veulent faire un peu une vitrine avec plein de tests sur produire beaucoup plus de protéines, justement, pour rechanger le végétal. D'accord. Ils ont toute une volonté de travailler sur la filière légumineuse. Oui, Il n'y a pas très longtemps sur une réunion de départ là-dessus. Projet Pas spécialement avec eux. D'accord, non, c'est juste. Mais
avec Toulouse Métropole et puis et Bolzan, ouais, bien sûr. Alors, il y a juste une remarque de Jean-Pierre. Je t'invite à activer ton micro. Oui, bonjour. En fait, c'est une question. Lorsque vous récupérez des terres, qui se charge de les remettre en état, ramener de la matière organique ou faire tous les tests en termes de concentration de pesticides phyto pour les rendre compatibles avec de la culture bio? Est-ce que vous vous chargez aussi de cette remise en état vers le bio ou est-ce que c'est l'agriculteur qui s'installe dans le cadre du projet, qui se charge lui-même de se remettre à niveau ou de remettre sa terre, son sol à niveau compatible? Bah, tout est envisageable, mais quand on achète, dans le cas où on va acheter une terre, et comme j'ai dit tout à l'heure, euh, ça prend un petit peu de temps, faire l'adéquation entre la ferme et les porteurs de projets. Donc, quand même, bien souvent, c'est des gens qui sont déjà en agriculture biologique, donc on n'a pas autant de problématiques que vous citez. Mais de toute façon, dans l'établissement du projet, il y a un recensement, un diagnostic de l'état des terres, de l'état des infrastructures agroécologiques ou pas, etc., de l'eau. Il y a toute une étude technique aussi. Et s'il y a des choses à faire, c'est intégré dans le prix du rachat ou après, éventuellement, dans le loyer qu'on pourrait demander aux porteurs de projet si on leur demande ou si, s'ils veulent s'occuper de telle ou telle chose. Oui, toutes les Oui. configurations sont envisageables, quoi, en quelque sorte. Nous, on achète du foncier agricole. Voilà. Et après, tout est envisageable. Voilà. Ouais. Bâtiments, pas les bâtiments. Du coup, humain. Voilà. Oui, parce que vous avez, par exemple, donné, il y avait un exemple donc en Midi-Pyrénées, vous avez dit que c'était une exploitation maraîchère dont les sols provenaient d'exploitations céréalières. Et donc, c'est ça qui m'a fait penser, la transition entre céréales et maraîchage. Et c'est une problématique qu'on a, nous aussi, dans le Sicoval, beaucoup avec les zones céréalières du Lauragais, qui souvent sont très pauvres en matière organique et très concentrés en produits divers et variés utilisés par les céréales, quoi. Donc ça pose souvent pas mal de problèmes pour une conversion en maraîchage. Alors, je ne sais pas répondre sur précisément, ça c'est les jardins du Giroux. Euh, Peut-être faudrait demander Oui, à non, je Jardin sais de pas, Montreuil comment ils ont procédé. C'était en 2015, hein, il y a eu une transformation de. Globalement, Je ne saurais pas répondre. j'ai pas trop d'écho, d'agriculteurs qui n'aient pas réussi à basculer sur l'agriculture biologique, sur le maraîchage ou autre, compte tenu de qualité des sols qui ne permettraient pas d'atteindre le label AB, hein. Le temps de s'installer joue en faveur de Il y a ça. les 2 ans Oui, quand ça même. peut être Oui. De repos de la terre. Il y a les 2 ans de transition souvent. Et puis, enfin, 2 années de conversion. Il y a 2 années de conversion. Ouais, la conversion. Donc, Et la 3e année bio. D'accord. Après, j'avais une autre question. Vous avez parlé potentiellement de frais pour entretenir les bâtiments. Comment récupérez-vous en fait des recettes pour permettre de transformer, de remettre en état ces bâtiments? Est-ce que c'est par les baux d'exploitation des agriculteurs ou est-ce que c'est par potentiellement les ressources financières, les dons que vous pouvez obtenir? Euh, c'est bon. alors, l'agriculteur paye des loyers correspondant à l'exploitation des terres. Alors, ça, c'est une chose. Si jamais il y a des bâtiments agricoles et si jamais il y a un bâtiment d'habitation, ce qui est pas toujours le cas, qui peuvent s'il y en a qui sont disponibles, parce que quand vous avez un cédant qui cède sa ferme, en général, il y habite et il a envie de céder la ferme, mais il n'a pas envie de s'en aller. Donc l'habitation, vous voyez, elle n'y est pas, par exemple. Mais mettons qu'il y a il y ait une habitation, la première chose, comme j'ai dit,
nous, on n'est pas là en tant que propriétaire pour faire des bénéfices, mais par contre, c'est pas pour ça qu'on va faire n'importe quoi. Donc très clairement, si un bâtiment il est en état trop dégradé et que ça va nous demander trop d'investissement, trop de réparation, bah, là c'est pareil, hein, c'est une négociation entre le propriétaire qui voit toujours que la valeur de son bien est supérieure à ce qu'elle est réellement, et puis celui qui va acheter. Et puis donc, bah, si on s'entend pas, on n'achète pas. Peut-être que ça va mettre on remet tout le projet en question, puisque si je disais, hein, si l'agriculteur il peut pas s'installer et il n'y a pas d'autre solution à côté, bah, ça va être compliqué. Bon, mais c'est comme ça. Et bon, donc logiquement, on ne doit pas acheter normalement des biens qui sont trop dégradés. Mais comme je dis, ça fait 20 ans qu'on fait ça, donc c'est en creusant notre sillon qu'on apprend de nos erreurs. Et on a fait beaucoup d'erreurs. On paye, maintenant, voilà, mais c'est ça aussi. Quand on parle d'accompagnement des communes aujourd'hui, voilà, des communes qui voudraient racheter des fermes, etc., ou qui voudraient accueillir des porteurs de projets, bonne chance, hein, parce que voilà, vous ne savez pas faire. Donc, voilà. Mais pour répondre à votre question, donc, alors, il n'est pas question que quand on fait c'est l'argent que éventuellement on va récolter pour les loyers d'habitation qui serviront à faire les travaux éventuellement, quoi. Voilà. Et c'est pas un autre argent. D'accord. Il y a une séparation entre les fermages et les loyers d'habitation. Voilà. Alors, la fondation a plus de latitude, dans le sens où, bah, comme ces ressources sont des dons, a priori, ils ne sont pas fléchés, et donc elle n'a pas de compte à rendre, entre guillemets, à des actionnaires. Voilà, donc effectivement, elle peut être en mesure de reprendre des fermes qui seraient peut-être en plus mauvais état, en se disant, bah, on a de l'argent pour les remettre en état. Voilà. Et donc, Alors, juste, il est 19h40. Donc, je vous propose peut-être de continuer à dérouler, puis après, c'est le dernier slide après. Donc, alors, on arrive à la fin. Et donc, le dernier slide, c'est Terre de Liens et Sicoval. Terre de Liens a participé au PAT du Sicoval, donc puis à la présence de Vincent et la mienne, donc en tant que bénévole seulement. Et à l'issue du PAT, Terre de Liens a fait plusieurs propositions d'action. Et c'est pour ça que je mets en attente, parce que je crois que le Sicoval cherche des financements. Le premier, c'était l'accompagnement des élus du Sicoval pour la mise en place d'une stratégie foncière. On en a parlé tout à l'heure. Donc, cet accompagnement, il peut passer par des formations des élus, des techniciens, sur les outils de maîtrise foncière. Donc là, je parlais en fonction des problématiques qu'on peut rencontrer. Là, je listais diminution de la consommation des espaces agricoles, dispositifs de protection, constitution de réserves foncières. Ça va dépendre de ce que veut la stratégie, qu'est-ce qu'on veut faire. Le deuxième point, il est sur notre proposition d'agir sur les propriétaires de fonciers agricoles. J'en ai déjà parlé plusieurs fois là, mais ça nous paraît être vraiment un levier intéressant. Et donc, sur cette action, d'abord, dans un premier temps, faire un diagnostic, connaître la structure de la propriété privée, ses dynamiques, ses stratégies. C'est donc de faire, par exemple, une enquête au niveau du Sicoval avec plusieurs communes qui souhaiteraient s'engager sur cette voie. Aider à la mise en œuvre d'une campagne de sensibilisation de ces propriétaires privés, à une plaquette d'information ou d'autres moyens. Et puis, accompagner les propriétaires volontaires
qui auraient été sensibilisés et qui seraient intéressés. Donc, en les accueillant, en les informant sur ce qui est possible, en leur proposant des diagnostics fonciers et pourquoi pas en leur proposant de faire partie de la grande famille de Terre de Liens. Voilà. Ces actions-là, je n'ai pas été trop dans le détail Par rapport aux collectivités, est-ce qu'il y a, parce que là, on parle plus d'installation, mais est-ce qu'il y a justement des formations pour expliquer l'importance du maintien des agriculteurs qui existent, qui sont en général sacrifiés pour des projets immobiliers multiples et variés. Il y a aussi un accompagnement des collectivités, la sensibilisation du maintien de sa fonction agricole. Alors, c'est pas dans les axes qu'on travaillait à l'époque avec le SICOAL, mais oui, bah, nous, on sait faire. Moi, j'ai participé à une formation, une information, on va dire, plutôt, sur des projets de lutte foncière à côté de Clermont-Ferrand, et puis l'autre, j'ai un trou, mais peu importe. Et donc, voilà, oui. Aujourd'hui, on n'a pas de module de formation exprès, mais je pense qu'on peut en faire un, on peut en faire un assez facilement. Voilà. Et aussi, notamment sur la région, là, il y a des fois des terres agricoles, mais il y a beaucoup de terres agricoles qui sont en zone d'inondation. Et j'ai entendu une fois une réflexion de la Chambre d'agriculture qui disait arrêter de faire du classement uniquement de terres agricoles en zone inondable, parce que donc il y a aussi cette sensibilisation peut-être à, je sais pas, parce qu'ils sont en classe celles qui nous embêtent le moins, quoi. Ah oui, puis on construit sur ça qui sont les Après, elles sont peut-être riches, mais elles ont des bien plates, les biens faciles à travailler, on les construit et on laisse les biens pentus. C'est évident que les agriculteurs n'ont qu'à se débrouiller. Alors, peut-être une question sur l'axe connaître la structure de la propriété privée. Ça veut dire qu'à ce jour, avec le PAT, il n'y a toujours pas de diagnostic sur les propriétés privées pertinentes à investir. Je sais pas, je crois que le SICOA va faire une étude à la SAFER, je crois. Je ne sais plus si c'est exactement sur ce thème-là. Parce que bon, on a pu, maintenant que à partir du moment où le plan a été mis officialisé, depuis, bon, on n'a plus trop de son ni d'image, quoi. Chaque année, il y a une réunion, on devrait en avoir une bientôt. Ouais. Bon, la première année, bon, c'était juste après le lancement, mais là, normalement, on devrait avoir une réunion PAT, là, je pense, c'est début février. Je ne sais pas si vous êtes invité ou pas. Bah, on est invité, voilà. On est invité, oui. Bon, à un moment, comment dirais-je, à un moment, on s'épuise. Voilà. On a des salariés, des bénévoles, mais les bénévoles, ils s'épuisent aussi. Et à un moment, la co-construction, c'est chouette, mais il faut que ça débouche sur quelque chose. Et ça veut pas tomber. Vous intervenez bénévolement pour toute cette structure-là? Vous n'êtes pas payé? Alors, toute la phase de construction du PAT, ouais, ça a été bénévole, bien sûr. D'accord, ok. Mais tous les acteurs étaient soit payés. Bénévoles. Il y a ceux qui étaient bénévoles, ceux qui étaient payés par la structure. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, à un moment donné, voilà. Ouais, ça aboutit pas, ouais. Après, c'est la problématique quand même pour nous, de manière générale, de l'accompagnement des collectivités qui ont envie de faire appel à nous. On ne coûte pas d'argent. Voilà. Et donc, à un moment donné, bah oui, on donne. Et puis, avec une perspective financière lointaine et très aléatoire. Donc, voilà. Hein, et après, est-ce que c'est pas utiliser aussi votre nom pour faire
mettre un. Greenwashing. Oui, c'est ça. Ah, mais ça, ah, c'est ça. Non, c'est enregistré, alors je vais pas dire, mais il y a des collectivités beaucoup plus grandes qui utilisent Terre de Liens dans leur communication. Et on se regarde entre nous en disant, mais t'es au courant, toi, de ça? Bon. Donc, Là, c'est via Nourrir la Ville ou c'est directement Terre de Liens? non, ça, c'est directement Terre de Liens. Après, dans certaines des actions que vous pouvez retrouver noir sur blanc hein, dans le. Voilà. Il y a des choses qu'on peut faire avec Nourrir la Ville, avec le centième singe ou Cagne, peu importe. C'est ce que je vous ai présenté pour les actions de Toulouse Métropole. Là, c'était nous. Là, c'était Nourrir la Ville. Oui, c'est pour ça que je posais la question de savoir si. Là, on était missionnés. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment Ah. du sonnant et du trébuchant. Ah, voilà, il y avait encore. Soyons clairs. Voilà. Et il y a des salariés qui ont été rémunérés pour faire ça. Et c'est aussi. Oui, bah, enfin, nous, on accompagne voilà, Toulouse Métropole, une finance depuis plusieurs années. Et, voilà, on leur a fait une formation des élus et techniciens il y a un mois ou deux, justement, sur la maîtrise foncière. Et on trouvait super intéressant, bien sûr. On travaille avec Pays Tolosan, on travaille avec, comment il s'appelle Les Saint-Africains aussi. ouais, C'est plus loin, mais. oui, bah, on en a une douzaine de PAT. Hein, Ouais. donc, mais sur la Haute-Garonne, il y en a 4 voilà, qui nous financent. Donc après, c'est juste, moi, en tant qu'habitant du Sicoval avec Céline, on trouve un peu, au-delà de Terre de Liens, je veux dire, on trouve un peu dommage d'avoir fait tout ce boulot pendant 2 ou 3 ans, et puis aujourd'hui, bon, non, mais d'accord, mais. Non, mais c'est peut-être problématique. Alors, peut-être juste une question de Jean-Pierre. Oui, moi j'ai une question là, justement sur ces terres, notamment sur le Sicoval, mais ça peut être plus largement. Vous êtes, il y a quand même une pression en termes de construction sur la zone du Sicoval qui est assez forte. Bon, il y a évidemment la loi ZAN qui doit peut-être vous aider ou en tout cas aider la conservation des terres agricoles. Mais êtes-vous aussi en concurrence avec des sociétés financiarisées qui cherchent à acheter des terres? Et est-ce que dans ce cas-là, la SAFER vous favorise? Est-ce qu'il y a globalement, hein, pas uniquement sur le Sicoval évidemment, mais globalement, est-ce que vous êtes un petit peu favorisé par rapport à des sociétés qui cherchent à acheter de la terre juste pour distribuer des actions? Est-ce que je peux compléter la question? Parce que quand on parle d'opérations d'urbanisation, il y a des notions de compensation agricole. Et est-ce que justement, par rapport à la question précédente, est-ce que la valeur de la sanctuarisation par terre de liens rentre en ligne de compte dans la compensation? Vous pouvez compléter aussi là. Non, mais pour une réponse globale, c'est vrai que là, non, mais globalement, quand on regarde les agriculteurs, on va avoir énormément de départs. Oui. Il y a pratiquement, il y a des endroits, il y a un remplacement sur 3. Ça, c'est une première chose. On voit que la production française décroît. Donc, globalement, non, mais il y a un enjeu très important à remettre les agriculteurs et bien connaître aussi la propriété. Donc, est-ce que, je ne sais pas, avec la SAFER ou autre, il n'y aurait pas moyen de trouver un financement pour bien connaître la propriété, qui sont les propriétaires? Avec la pyramide des âges, on peut voir qui va partir pour anticiper et essayer de voir quelles seraient les terres qui seraient disponibles. Alors, si vous voulez, je peux synthétiser les 3 questions. Alors, synthétise la première déjà. Donc, est-ce que vous êtes, par rapport aux logiques de tension sur le foncier et malgré le ZAN, est-ce que vous allez être en concurrence avec des sociétés? Et dans ce cas-là, est-ce que la SAFER vous favorise ou non? Ouais, c'est pas mal là jusque-là. Alors, la SAFER, en Occitanie, objectivement, ça se passe très bien avec eux. On est copains, voilà, d'un point de vue général, et ils nous soutiennent.
Après, il y a toujours, c'est une grosse organisation. Chez eux, il y a quelques personnes qui ne sont pas tout à fait dans Des le. courants différents. Voilà, il y a des fois, il y a des petites bisbilles par-ci, par-là. Mais en tout cas, nous, on se félicite mutuellement de notre collaboration. Est-ce qu'il nous favorise? Je ne sais pas. Par rapport à ce que vous disiez sur des sociétés financières aujourd'hui, des startups, il faut bien voir que nous, Terre de Liens, voilà, on va avoir 350 fermes en France, donc c'est pas rien. Et c'est pas rien, et c'est ce qui nous légitime pour après tout le boulot qu'on fait vis-à-vis des collectivités, le plaidoyer du grand public, etc. Mais c'est que 350 fermes. Donc après, on n'a pas non plus la capacité à répondre à tous les porteurs de projets, à tous les gens qui veulent vendre. Donc, je disais, il y a d'autres associations ailleurs qui font un peu la même chose que nous, tant mieux. Bon, il y a des startups, donc elles sont là et elles répondent à un besoin parce que nous, on considère qu'une fois qu'on a acheté la terre, on l'a sortie de la spéculation et on ne la revendra pas. Donc, et on la laissera en bio et ça restera une terre agricole et en bio. Voilà. Bon, mais il y a des porteurs de projets qui ont encore envie aujourd'hui de devenir propriétaires et c'est ce que proposent ces startups-là. Donc, on n'est pas vraiment en concurrence. Vous parlez de start-up type Mimosa Non, ouais, non, type Éloi, type Fève, voilà. Des gens qui disent tous Terre de Liens, c'est super ce que vous faites. Ouais, merci, mais ça va pas assez vite. Bon, vous avez raison. Donc, nous, on est start-up. Vous allez voir, on va dépoter. Ouais, comme vous le disiez, voilà, les porteurs de projet, aujourd'hui, le taux de renouvellement entre les départs et les arrivées, c'est de 2/3. On a un gros problème devant nous dans les années qui arrivent. Bon, ce n'est pas l'arrivée de start-up qui va faire qu'il y aura plus de porteurs de projets. Donc, ces gens-là, voilà, d'un côté, ils disent, bon, écoutez, porteurs de projets, regardez, nous, la terre, ça coûte cher, vraiment, on va vous aider. Voilà. Et puis de l'autre côté, ils vont voir les investisseurs en disant, écoutez, la terre agricole, ça coûte pas cher aujourd'hui en France, il y a un gros potentiel et on vous propose 5, 7, 10% de rémunération par an. Je trouve qu'il y a quand même un grand écart. Voilà, bon, une dissonance, mais ils ont l'air de très bien s'en tenir, quoi. Voilà, quoique, moi, pour la petite histoire, j'aime bien raconter ça. Le dernier salarié qu'on a recruté, donc il y a un mois, on a reçu une candidate qui venait, je ne citerai pas l'entreprise, mais donc de ces gens-là. Bon, voilà, elle venait de démissionner, ça, et bon, on fait l'entretien, puis après, on discute, et elle dit, bon, il y a un petit problème, c'est-à-dire que ça fait 8 ans que la boîte, elle existe, et on ne gagne toujours pas d'argent. Alors moi, les startups qui vont aller plus vite, c'est bien, mais moi, je suis bénévole, j'ai une association, et j'équilibre mon budget tous les ans. Okay, et demain, je ne vais pas passer de 6 salariés à Toulouse à 12 en me disant peut-être que dans 2 ans, on aura doublé notre chiffre d'affaires ou je ne sais pas quoi. Peut-être, sûrement. Sûrement, oui, sûrement. Voilà. Donc, voilà. Donc après, pour revenir à la question, monsieur, c'est on n'est pas favorisé, on est peut-être favorisé par la SAFER sur ces choses-là, mais finalement, on n'est pas, jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas en concurrence sur des projets très précis. Et je vois qu'ils vont plutôt aller sur des projets que nous, on n'a pas retenus. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure pour les collectivités, mais là, c'est pareil, je veux dire, nous, c'est les appartenus, c'est un peu à la lumière de toute notre expérience depuis le temps qu'on fait ça, et eux, ils y vont peut-être parce qu'il faut qu'ils fassent du volume, entre guillemets, et que, bon, ils ont peut-être, ils n'ont pas vu toutes les problématiques de l'affaire, quoi. Voilà. Mais le développement de ces gens-là et le développement général, parce que c'est vrai que la terre agricole aujourd'hui en France, elle n'est pas chère. On voit bien qu'il y a
de manière générale, une dynamique au rattrapage par rapport à l'Europe. Il faut bien voir que nous, on est relativement en Occitanie épargnés parce que on est voisin de l'Espagne, donc voilà. Mais quand vous êtes proche de la Belgique, des Pays-Bas, le prix des terres, il s'envole. Vous avez le phénomène des sous-locations qui sont interdites. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques temps, il y avait un numéro de Capital là-dessus. Voilà, il y a des grosses problématiques. En Belgique, en 10 ans, ils ont perdu la moitié de leurs agriculteurs. Voilà, l'hectare, il est à 30 000 € en Belgique. Hectare agricole, 30 000 €. Hein. Donc, et en 10 ans, ils ont perdu la moitié de leurs agriculteurs. Voilà. Et donc, toute cette... nous, je ne sais plus, ce n'était pas votre question là, mais tout à l'heure, qu'est-ce qui fait une ferme terre de liens? C'est monsieur qui parlait de est-ce qu'avec 12 hectares, on peut vivre, etc. Nous, nos fermes, elles sont, en général, elles font 30 hectares en moyenne par paysan ou paysanne. Donc, elles sont plus petites que la normale, enfin, que la moyenne nationale. Elles sont plus riches en emplois. Hein. Elles sont plus collectives, puisque aujourd'hui, on installe beaucoup de gens en collectif. Donc, je prends un exemple, c'est que la ferme de Larocque, dans le Tarn, on a acheté cette année, il y avait deux personnes sur l'exploitation avant. Aujourd'hui, il y en a 8. Donc, elles sont plus diversifiées parce que vous avez un éleveur de poulet, vous avez quelqu'un qui fait du maraîchage, il y en a qui fait du fromage de chèvre, etc., un boulanger paysan. Voilà. Donc, quand vous êtes... donc, nous, nos fermes, c'est 74% de ventes directes et c'est au moins les 2/3 de ce que j'appelle la production intégrée. C'est-à-dire que paysan boulanger, il fait ses céréales pour faire son pain. Voilà. Mais si vous vendez que des céréales, je ne sais pas, vous avez besoin de 100, 200 hectares pour vivre. Si vous faites des céréales et que vous transformez pour faire du pain, vous avez besoin de beaucoup moins de surface. La question de la légumerie tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est des modèles différents et c'est vrai que c'est pour ça que nous, on est là pour montrer qu'un autre modèle que l'agriculture qui va à l'intensif, à l'agrandissement, à la compétitivité avec la concurrence internationale. L'investissement de matériel qui va avec. Voilà. En fait, ce que vous dites, c'est sur plus de personnes, c'est aussi peut-être moins d'investissement industriel. Ce qui est sûr, c'est que le fait qu'il y ait l'agrandissement par le fait qu'il n'y ait pas assez de taux de renouvellement, hein, et puis que les porteurs de projets, l'intérêt de Terre de Liens aussi, c'est que par rapport à la SAFER, quand on va présenter les porteurs de projets, s'il sort de l'école, c'est pas grave, il est Terre de Liens. Donc la SAFER, elle nous fait confiance. Voilà. Elle nous fait confiance par rapport à d'autres agriculteurs qui sont installés et qui vont réclamer les terres qui sont en vente. Voilà. Alors que si le porteur de projet il sort de l'école, il n'est pas issu du milieu agricole, il n'a pas de relation, il ne connaît personne à la chambre, il ne connaît personne à la FNSEA, il ne connaît personne à... Voilà, il faut le sortir de l'enregistrement, ça. Mais il n'a aucune chance. Il ne les aura pas, les terres. Voilà. Et donc, tout ce modèle qui concourt à l'agrandissement et donc à la capitalisation, parce que plus de terres, plus de capital, plus vous êtes gros, et plus, comme vous dites, monsieur, il faut de la machinerie. Parce que quand je passe de 100 à 120 hectares, je ne vais pas créer un deuxième emploi. Hein. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, j'achète une grosse machine, voilà. Et ça devient des fermes encore moins faciles à transmettre. Voilà. Plus ça capitalise de plus en plus, et donc, évidemment, c'est de moins en moins reprenable. Voilà. Il y a la capitalisation, puis il y a aussi le fait, moi j'apprends tous les ans, il y a des terres, j'apprends qu'elles sont passées à des sociétés. Oui. Donc, et voilà, et moi ma question par rapport à des territoires, en fait,
Et je disais d'ailleurs à un jeune que vous avez installé, d'ailleurs, grâce à vous, il s'est installé, je disais, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de terres qui vont échapper totalement à fait d'être cédées, en fait. Ces terres-là, elles ne seront plus jamais cédées à un jeune agriculteur, ou moins jeune d'ailleurs, à l'exploitation agricole familiale. Ça, c'est terminé. Et je me dis, est-ce que vous avez une idée, sur le Sicoval ou ailleurs, de la rapidité de progression d'acquisition des terres par ce type de société? C'est alors des sociétés internationales. Alors, si on va étrangère, on est l'idée vraiment. Allez lire le rapport annuel sur la propriété. Voilà. Vous allez y apprendre pas mal de choses. Je n'ai pas explicitement la réponse à votre question, même au niveau national, mais il y a un chapitre là-dessus. Voilà, il y a un chapitre là-dessus. Et sur la problématique que représentent ces entreprises qui passent sous les radars, parce que la SAFER une loi depuis quelques années, là, je ne sais plus, qui dit que la SAFER, elle a droit de regard si au moins 95% des parts sont vendues. Évidemment, on en vend 90. Oui, c'est comme ça que Et terminé. dans le centre. Et on est voilà. Ouais, Voilà. c'est à cause de ça. Donc, effectivement, ça, c'est une vraie problématique qui s'amplifie. Et en plus, ça passe sous les radars parce qu'il y a des sociétés qui sont faites entre des agriculteurs, voilà, bon, qui font leur société, mais après la part est vendue comme et plus personne ne voit. Voilà, on achète des parts, donc c'est plus la terre, donc plus personne ne voit, et je pense que personne n'est capable de dire le pourcentage de terres qui sont pris par des sociétés, parce qu'au début, c'était 3 agriculteurs qui ont mis leurs terres ensemble, et puis après, on ne sait plus. Alors juste, vous allez revenir sur la deuxième question. Sur du groupement. Oui, je réponds à la question. Donc, comme dit Céline, hein, notre deuxième rapport, il a été spécifiquement fait là-dessus. Donc, c'est au niveau national, mais là, on a sorti régionalement une analyse. Il est possible qu'on puisse la départementaliser, mais peut-être pas aller jusqu'au Sicoval. C'est un phénomène qui est vraiment sous-jacent, qui est pas encore très important en volume, mais effectivement, on voit beaucoup de choses comme ça. C'est la conséquence aussi de ce que je disais à l'instant sur la financière, enfin la capitalisation des fermes. Et donc, après, évidemment, les entreprises qui viennent. Alors, il y a plusieurs choses. Hein. On voit par exemple, des entreprises qui ont contractualisé avec des agriculteurs pour la production de pommes de terre, par exemple, pour faire des chips. Et puis, au hasard, et puis quand l'agriculteur va partir à la retraite, effectivement, on va changer le régime de le faire mettre en société, et puis on va prendre des parts de société. Puis quand il part, en fait, il ne va pas revendre ses terres à un autre agriculteur. C'est l'entreprise qui devient propriétaire, en fait, et puis qui va installer, comme on voit beaucoup aujourd'hui, un sous-traitant. Voilà. Et c'est beaucoup plus, d'ailleurs, financièrement, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que, comme je dis, moi, quand on voit en fait la structure des aides, etc., aujourd'hui, un bail, un loyer pour un agriculteur, grosso modo, c'est 100 € par hectare par an. Voilà. Bon, on pourrait, voilà, en tant que propriétaire, si Terre de Liens voulait faire une affaire financière, il sous-traiterait l'exploitation des terres à des entreprises et il resterait le récipiendaire de toutes les aides. Enfin, ce n'était pas le sujet. Donc, effectivement, ça, c'est un problème parce que demain, on parle de relocalisation de l'alimentation, on parle de reterritorialisation, on parle de transition écologique, etc. Le jour où vous aurez des sociétés étrangères ou pas qui seront propriétaires des terres, eh ben, bon courage pour leur dire d'aller replanter des haies et de planter ceci et pas cela et d'alimenter le maraîchage. Et je parle que de l'agriculture, que de la partie agricole aujourd'hui. On pourrait parler aujourd'hui de la transition énergétique, on pourrait parler de l'agrivoltaïsme, on pourrait parler de la méthanisation, on pourrait parler des photovoltaïques qui viennent clairement en concurrence.
et qui sont aussi un gros danger demain, puisque faut quand même dire que les agriculteurs, c'est quand même pas un métier facile. C'est pas un métier qui est très bien payé par rapport à l'investissement que vous mettez en heures, en moyens, etc. Voilà, et quand vous avez des gens qui viennent vous proposer de gagner beaucoup plus en faisant rien, simplement en mettant des panneaux sur vos champs, ça pose un gros problème aussi de ce point de vue-là. Il faut avoir ça aussi en tête, parce que la terre, il faut bien comprendre qu'à un moment donné, elle ne pourra pas à la fois être pourra pas à la fois produire une nourriture saine pour nous, produire notre énergie et accessoirement être un réservoir de biodiversité et pour notre bien-être personnel. Alors peut-être justement sur cette logique environnementale, peut-être reprendre la question sur la sanctuarisation. Est-ce que votre démarche rentre dans les logiques de compensation actuelles? Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais ça fait sûrement référence à la séquence éviter, réduire, compenser. Ça fait référence aux études préalables de compensation agricole quand on passe une zone en urbanisation. Et en fait, le lien avec la question d'avant, c'était on passe d'un niveau un peu éthique de favoriser ou de manière un peu liée à la morale, plutôt ça qu'autre chose, à une vraie valorisation de dire la valeur d'une terre agricole sanctuarisée est plus importante en compensation d'artificialisation que une terre qui est vendue à une start-up, à une société qui a un but financier derrière. Et là, c'est pas de votre fait, mais c'était plutôt une question de est-ce que ce mécanisme se met en marche, sachant que les décideurs politiques, c'est les chambres d'agriculture qui, elles, font et tamponnent, à ma connaissance, je peux me tromper, ces dossiers de compensation. Vous artificialisez tant d'hectares, qu'est-ce que vous faites? On connaît des opérations actuelles où on cherche des hectares par-ci, un bois par-là, pour dire on en prend d'un côté, on en donne de l'autre. Et vous avez éthiquement, naturellement, une valeur, on comprend, supérieure, mais est-ce qu'on la quantifie? Alors, je vous dis, j'en sais rien. Vous parlez d'éthique, alors je vais mettre le débat un peu chez Terre de Liens. Objectivement, par rapport à ça, on se pose beaucoup de questions, parce que nous, on est a priori contre l'artificialisation des terres, et donc la compensation, ce serait de recevoir de l'argent en compensation d'une artificialisation. Donc, intellectuellement, c'est compliqué, mais après, comme j'ai dit, l'agriculture, à chaque projet, chaque situation est différente. On vous a parlé de Chaoupi. Eh bien, nous, on nous a proposé il y a 18 mois, justement, une compensation sur cette ferme. Voilà, avec une somme conséquente. Hein. Je ne parlais pas d'argent, hein. Quand je parlais de compensation, je parlais juste de surface, on va dire, de valeur écologique. Ah, mais moi, je vous réponds. La séquence éviter, réduire et compenser, c'est que de la compensation et que de la compensation financière aujourd'hui. Pour tous les projets dont j'ai connaissance, ce n'est que ça. Voilà. Et malheureusement, l'idée de départ, c'était que arriver à la compensation, c'est un échec. On va avoir fait avant. Et moi, pour avoir lu les beaux dossiers qui n'ont pas été faits par Champ d'agriculture, pourtant, mais par des bureaux d'études spécialisés, vous lisez ça, vous dites, pardon? Vous rigolez. Oui, vous rigolez, vous dites, j'ai l'impression qu'il parle à quelqu'un qui est bête, quoi, parce que dans toute une page, on dit, regardez, on est sensible à l'évitement, etc., et machin, et à la fin, on artificialise, et là, on est sensible à la réduction, et on utilise. Bon, bref. Donc, nous, on a refusé une somme qui était importante, franchement, pour nous. Importante, et qui nous aurait vraiment qui nous aurait vraiment servi sur cette ferme, notamment. Mais effectivement, voilà. Après, est-ce que donc il n'y a pas de compensation en termes de valeur
enfin, de dire la ferme Terre de Liens, elle a plus de valeur qu'une autre. C'est pas comme ça que ça marche. Ils disent on artificialise tant d'hectares, il y avait tant de production à l'hectare, ça fait tant d'euros, multiplié par 10, 20, 30 ou 40 ans, ça fait tant, et ça fait à la fin, n'importe quoi, 500 000 euros. Voilà, et ces 500 000 euros, on va décider pourquoi, mais qu'on allait en donner tant à tel truc, tant à tel truc, et nous, on est en troisième, on avait la plus petite part. Voilà. Elle était déjà conséquente. Pourquoi ils nous ont donné, je sais pas, 1000 et pas 2000? Ils voulaient, c'est rien, hein, franchement. Peut-être que parce qu'on n'avait que 5 hectares sur cette ferme, et peut-être que 10 aurait été. Voilà, je ne peux pas vous dire. Mais pour moi, c'est pas. Enfin, je vois pas, non. La compensation, dans mon esprit, elle était plutôt non pas sur les 500 000 euros que permettrait gagner cette surface en restant agricole, mais c'est plutôt d'un côté, on a une surface qui va devenir du tertiaire, par exemple, qui va passer de 500 000 à 5 ou 15 millions, et de l'autre côté, une terre qui aurait ce même potentiel, mais qu'on sanctuarise. Donc, c'est plutôt en termes de potentiel où une terre gagne en potentiel, l'autre perd ce potentiel. Et c'est un échange de potentiel. Je ne sais pas si c'est clair. Mais enfin, pour moi, C'est tout le problème du c'est pas- foncier. pas une C'est tout le problème du compensation. foncier. Oui, C'est tout le problème j'entends du bien. foncier. C'est une façon de calculer. Quand vous avez un rapport de 1 à 100 entre une terre bâtissable et une terre agricole, c'est On veut bien que vous cet gagniez de écart qui l'argent va d'un pas. côté, C'est cet mais écart qui va on ne pourra pas en gagner de tous les Ouais, côtés. ouais, Donc, est-ce que c'est une vraie question Ah oui, à oui. tous les acteurs, hein. Après, Parce la qu'il y a ça. problématique, c'est quand même de souveraineté alimentaire, quoi. Enfin, il y a un moment donné, on mange tous, hein. S'il y a un truc qui réunit tous Oui, non, les ça, on est Français, Oui, mais c'est 3 repas par jour, hein. Donc, il y a un moment donné, il va bien falloir qu'on mange, quoi. Et à la force d'artificialiser, d'où viendra ce que nous mangeons? Eh ben, des Oui, mais usines, ça, c'est des usines, pas comme Alors, non, peut-être si on pouvait recentrer la question sur le territoire. Une autre réunion, je vais être obligé de vous laisser là. Ça marche. Merci beaucoup pour votre présentation. Peut-être sur une question concernant le Sicoval, simple, est-ce que vous connaissez des porteurs de projets qui habitent sur le Sicoval, qui sont sur le territoire? Alors, moi, j'ai pas les. Alors, non, en fait, je pose cette question tout simplement parce que donc, le CODEV a des missions, hein, sur ce territoire, et ça pourrait être intéressant d'en interviewer un, de rencontrer, de voir ces problématiques. J'essaie toujours de faire le lien avec la saison du CODEV, potentiellement des actions qui pourraient être projetées. Et vous avez parlé justement des campagnes de mobilisation des propriétaires et des communes. Il faut savoir que le CODEV va rencontrer les communes l'année prochaine pour présenter leurs travaux. Donc, ça peut être en effet une portée, en tout cas, pour pouvoir en parler. Donc l'idée, c'était potentiellement aussi d'en rencontrer, quoi. Et peut-être dans ce cas-là aussi, pourquoi pas faire des visites sur une des fermes. Avez-vous contacté le 100e? Alors, on les connaît, oui. Qui gère pas mal de. Ils ont contact avec beaucoup de porteurs. Ouais. Et c'est peut-être la bonne porte d'entrée. Ok. Non, mais on peut demander quand même. J'ai pas le détail des porteurs de projets dans leur localisation. Voilà. Ok, d'accord. Donc, Ouais, non, mais on va quand même demander. Demandez-vous comment accueil. Bien sûr. C'est une information qu'on peut avoir. Oui, c'est ça. Voilà, ce serait intéressant de savoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Très terre à terre. Ça tombe bien. D'accord. Vous aviez dit que vous preniez à peu près 3 à 4 projets par an. Et combien il y a de porteurs de projets qui vous proposent justement leur projet par année et combien de temps? Quelle est la durée de la mise en place de ce projet à peu près? Alors, durée, c'est Très variable, en fait. En moins d'un an et demi, c'est compliqué quand même. Alors, porteur de projet, 150 personnes. Voilà. Ah oui.
Mais ça peut être des gens qui sortent de l'école et qui ne sont pas décidés. Ça dépend de la maturité. Et donc, ils sont on pas va. tous à la même maturité. Oui. D'accord, mais. Non, Toulouse, Non, non. pour Midi-Pyrénées. Oui. Pour Midi-Pyrénées. Quand je disais tout à l'heure, on est crème, mais c'est pas ça, c'est pas Ouais, une sélection. c'est C'est qu'il y a des gens, nous, on renseigne tout le monde qui nous appelle. Donc, OK, vous en êtes tout de votre projet, qu'est-ce que est-ce que vous avez un projet? Il y a peut-être des gens qui n'ont pas de projet. Enfin, ils se posent des questions. Donc, on leur dit, allez voir, allez voir le Centième Singe, ou allez voir le CIVAM, ou allez voir la DEAR, ou allez voir. C'est pas pour nous. Pour l'instant, c'est pas pour nous, mais eux, ils vous renseigneront mieux que ça. Allez voir la chambre, pourquoi pas. Voilà. Après, excusez-moi. Oui, donc vous avez 150 en cours, quoi. 150 projets. Chaque année, 150. Oui, mais pas projet. Non, pas Porteur de projet. porteur de projet, je veux dire. Porteur de projet, oui. Après, sur le timing, effectivement, ça peut être un peu long, mais c'est long à partir de quand? Parce que si vous avez un porteur de projet qui est bien, enfin, qui sait ce qu'il veut faire, qui a bien ficelé son truc, bon, et qu'on, voilà, ça peut aller rapidement. C'est en tout l'adéquation. Voilà. Après, quand on a le porteur et la ferme qui vont ensemble, bon, ça va dérouler. Ça prend, évidemment, on est en France, donc ça prend quelques mois, mais ça va dérouler. Après, peut-être, oui, ça peut durer 2 ans ou plus, mais parce que les gens, ils savent pas trop. Voilà, le cédant, c'est pareil. Il a besoin de faire son chemin. Oui. C'est compliqué de lâcher Ça nous sa arrive ferme. d'avoir des projets, et puis, voilà, pour une raison ou pour une autre, il y a une partie qui se retire, quoi, à un moment donné, alors qu'on est presque chez le notaire, quoi. Voilà. Mais, par rapport à ça, quand vous achetez un bien, enfin une ferme, enfin oui, une ferme, vous avez déjà, j'imagine, une idée une connaissance d'un ou plusieurs porteurs qui pourraient être justement. Ah oui, ça c'est sûr. Raccord, quoi, parce que C'est sûr. On achète, vous n'allez pas acheter ça. on achète que en présence d'un porteur de projet avec un projet bien ficelé. Ouais, mais alors là, Dans le dossier d'instruction, d'accord. il y a Oui, cette partie-là. il y a le temps de la transaction, parce que vouloir acheter, c'est une chose, mais ensuite, il faut le formaliser, ça prend du temps. Oui, bien sûr. Donc, comme vous dites, c'est moins, je sais pas, 1 ou 2 ans, non? Non, même pas, faut pas. Non. Oui, non, mais 1 an. Après, c'est en moyenne. Après, ça Moyenne, dépend. En moyenne, Ça ça peut aller dépend de plus la. vite. Ça peut aller plus vite. Ça dépend. Ce que dit Vincent, c'est que ça dépend aussi de la maturité Oui, bien sûr, du gars porteur. qui arrive, quoi. Et aussi de où il en est, le cédant, dans la réflexion. Oui, il y a le cédant. Voilà. Et oui, il y a C'est 3 acteurs. Qui vous informe des sessions? Enfin, comment vous avez... Alors, il y a des gens qui se présentent et qui disent, ben, Ouais. je vais vendre. Ouais. C'est essentiellement ça. Après, il y a des porteurs de projets qui peuvent aussi avoir. Ah, les deux, il y en a qui arrivent avec faire. le cédant et le porteur de projet, quoi. D'accord. Donc, Oui, ça arrive. ça arrive, Ça arrive, bien ouais. sûr. Bien sûr. Voilà. Mais ils ne peuvent pas acheter. Vous avez des. Puis, enfin, voilà, vous avez des formes, vous avez des gens qui étaient en GFA, par exemple. Oui. Voilà, et puis il y en a un qui part, machin, et finalement ils se disent, voilà, bon bah, en fait, si on vendait, on change rien à notre fonctionnement, mais on va vendre à Terre de Liens comme ça. On est débarrassé du côté Super. propriété à plusieurs, etc. Voilà. Donc après, on peut aussi, enfin nous on accompagne ou des collectivités, des mairies qui peuvent acheter du foncier, on accompagne des GFA aussi techniquement sur comment bien fonctionner ensemble, etc., sans nécessairement devenir nous propriétaires aussi, quoi. Voilà. Il y a toujours, nous l'idée, hein, c'est vraiment que changer le système, donc c'est pas nécessairement qu'on soit toujours le propriétaire. Hein, Et voilà. puis, Terre de Liens ne va pas acheter des terres Non. en France, quoi. Je veux dire, à un moment donné, effectivement, c'est. Bon, non, mais
C'est le système qui peut Peut-être changer, quoi. une question sur le PAT. Est-ce que dans le PAT, il y a des actions justement sur les campagnes de sensibilisation qui sont prévues? Ou est-ce qu'il y en a qui ont déjà été réalisées par vos bénévoles? Ah non, il n'y a rien qui a été réalisé. On n'a rien réalisé et toutes ces actions ne seront pas réalisées par des bénévoles. Elles seront réalisées par des D'accord. salariés. Même de la sensibilisation. D'accord. Ok. Non, bah, de toute façon, si on est. Voilà, je ne suis pas un spécialiste du code des marchés publics, mais, Ouais, si on reçoit de l'argent du SICOVAL, ça ne va pas pour faire. On ne fera pas du travail déguisé. du travail déguisé avec des bénévoles, si vous voulez. Non, moi, ma question sous-jacente, en fait, c'était par exemple, nous, on va rencontrer du grand public pour présenter des travaux. Il se trouve que les logiques foncières font partie des travaux du CODEV. Nous, souvent, ce qu'on fait en participation citoyenne, c'est quand on a un stand au contact du public, on a aussi des documents de partenaires, parce qu'on est D'accord. considéré comme un guichet de primo-réponse. Ça peut être quelqu'un qu'on interroge il n'y a pas longtemps sur la santé publique. Eh ben, on devait être en capacité de lui proposer ce qui se fait déjà auprès de partenaires. Nous, la logique, c'est quand on veut aller au contact des habitants pour présenter les travaux, mais aussi pour continuer le débat, est-ce que c'est pas intéressant d'avoir des documents de terre de liens mis à disposition? C'est cas-là. Oui, ça, Mm. c'est pas un problème. D'accord, ok. Donc c'est juste pour voir si c'était ça ce qu'on entendait par campagne de sensibilisation, et la réponse c'est non, c'est quelque chose de plus élaboré en fait. D'accord. Le curseur, on peut le mettre à différents niveaux, hein. Voilà, ça fait plein de participations à des foires, des trucs comme ça. C'est des bénévoles qui vont venir des stands. Voilà. Mais après, la sensibilisation, elle peut être. Nous, on parlait tout à l'heure des propriétaires privés. Voilà, sur Pays Tolosan, là, on a une étude. Je ne sais pas si on va la diffuser en public, mais on est allé interroger les propriétaires fonciers au Pays Tolosan et donc comprendre les problématiques et comprendre les logiques de comment dirais-je, de réflexion sur leur capital, en fait. Voilà. Et c'est ça qui nous permet de comprendre comment on pourrait les approcher après, quelles sont leurs motivations, qu'est-ce qui pourrait les faire basculer vers Terre de Liens ou vers d'autres formes, voilà, et qui iraient dans un sens. L'obligation de l'ORE, quoi, l'obligation sociale, environnementale. Pour terminer, cette étude, en fait, elle était possible parce que la collectivité vous a permis de rencontrer les propriétaires. Et puis il nous a financé. Ah voilà, d'accord. Voilà, il nous a financé. Hein. Ouais. Oui, moi j'avais une question par rapport à la région et l'action et la politique régionale de la région Occitanie. Est-ce que vous êtes plus ou moins en contact avec la région Occitanie, bon, qui affiche une politique ambitieuse mais avec peu de moyens en la matière pour installer des jeunes agriculteurs, des choses comme ça? Et puis, est-ce que vous êtes éventuellement en relation aussi avec l'établissement public foncier régional qui, je crois, est plus ou moins ouvert à l'acquisition de foncier agricole, me semble, mais sous réserve. Ça, Bon. Avez-vous entendu parler de la politique agricole de la région Occitanie? Voilà. Bon. Je rencontre le vice-président Casaubon la semaine prochaine. Ah, ben, ça serait plus. Si je veux être honnête, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Après, la région, c'est la première région bio d'Europe. Ils ont quand même des moyens. Hein. Ils ont annoncé 135 millions d'euros sur leur plan bio pour les 5 prochaines années. Bon, voilà. Après, ils font partie des gens où c'est politique, quoi. Donc, c'est comme vous dites, hein, ils ont un bon service communication. Pour aider les associations, tout ça, voilà. C'est un peu comme les startups, quoi. Ce que vous faites Terre de Liens, c'est super. Continuez. C'est le long terme, continuez à le faire le long terme. D'accord. J'entends cette problématique court terme, long terme, soit politique, start-up, spéculation, pas spéculation. Le combat, il est là, en fait.
Je pense plus maintenant, on n'en est plus là. On n'en est plus là. On n'est plus là, oui, non, mais Je pense qu'on en est. ça va arriver. Puis, autre aspect, c'est comment garantir que vous garderez l'usage agricole? Parce que vous pouvez être toujours soumis à une déclaration d'utilité publique qui dit que ces hectares-là, ben, ma foi, on va mettre une autoroute dessus. Hein. Ça va être oui, ça va être clair, je ne sais pas. C'est ça. Oui. À côté de place. Allez, Non, il est, voilà. il est 20h30, moi je propose qu'on s'arrête. Bah, déjà, merci beaucoup hein, pour la présentation, et puis aussi ce côté convivial, d'échange un peu direct. Ah oui. Donc merci Marie-Hélène d'être restée avec nous.